Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo du cours sur l'énergie en mécanique consacrée au puits de potentiel que nous traiterons à travers l'exemple du pendule simple. D'abord un petit rappel sur ce qu'est un puits de potentiel. Un puits de potentiel, c'est donc dans une région qui subit l'influence d'une force conservative, et donc à laquelle on peut attribuer une énergie potentielle. Un puits de potentiel, c'est une région où cette énergie est minimale localement. Donc, des puits de potentiel, dans la nature, il y en a de toutes sortes. On peut citer par exemple le noyau atomique, qui creuse en réalité un puits de potentiel pour les électrons qui gravitent autour, puisqu'il est d'une part attractif pour l'électron à cause de la force électrostatique, d'accord? Les charges positives attirent les charges négatives, et en même temps, quand l'électron arrive trop près, il va le repousser par des effets quantiques que nous avions déjà vus en début d'année. Les deux effets se compensent, et au final, on voit ces deux effets font apparaître un puits de potentiel dans lequel l'électron est piégé. Un autre puits de potentiel facile à décrire dans la nature, c'est celui qui est creusé par le Soleil, d'accord, et qui creuse donc un puits de potentiel gravitationnel dans lequel toutes les planètes du système solaire sont piégées, puisque évidemment elles n'ont pas assez d'énergie pour s'échapper de l'attraction du Soleil. Donc ça, ce sont deux exemples importants, certes, et ce sont loin d'être les seuls, de puits de potentiel que l'on peut rencontrer dans des circonstances très variées. Nous, on va, pour préciser certaines notions, prendre un cas que je pense maintenant être particulièrement connu pour vous, qui est le cas du pendule simple dont on rappelle le schéma de principe sur la gauche. Donc notre objectif, ça va être d'étudier le mouvement du pendule simple à travers une méthode énergétique. Donc pour ça, on pose, comme d'habitude, le référentiel d'étude, terrestre supposé galiléen. Le système, on s'intéresse ici à la petite masse M qui est pendue au bout du pendule, et on dresse le bilan des forces en notant qu'il y a le poids et la tension du fil. On négligera ici toutes les forces de frottement pour ne pas compliquer notre étude. Remarquons tout de suite que, étant donné que l'on va faire une étude énergétique, notons que la tension du fil est une force qui ici ne travaille pas, étant donné que le mouvement de la masse M ici, il est orthoradial, c'est-à-dire qu'il est toujours orthogonal, il est toujours ici orthogonal au fil, par définition, et la tension du fil, elle est toujours radiale, c'est-à-dire dans la direction du fil. Donc, comme la force est toujours orthogonale au mouvement de la masse, la tension du fil ne travaille pas, vous pouvez vérifier le calcul vous-même. Donc, énergétiquement parlant, la seule force qui va nous intéresser, ça va être le poids. Donc, pour étudier ce système d'un point de vue énergétique, on doit connaître l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur dans le cas de ce système. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, son expression générale, c'est moins mgz, ici, étant donné qu'on a choisi un axe z vertical descendant, donc on n'oublie pas ici le signe moins dans l'expression, et on choisit dans cette expression l'origine de l'énergie potentielle au niveau du point O, le point d'attache du pendule. Ce choix est arbitraire et vous pouvez en faire un autre si vous voulez. On va voir par la suite que ça ne changera nullement les résultats. Donc ici, le mouvement du pendule, on va l'étudier suivant l'angle θ. Donc, l'altitude z dans l'expression de l'énergie potentielle, on va la remplacer avec une expression qui dépend de θ. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, en pointillé vert, on voit apparaître, donc ici sur la gauche, l'altitude du point M, et par de simples relations trigonométriques, on peut voir que la valeur de cette altitude vaut L cos θ. Ainsi, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ devient moins mgl cosinus θ. À partir d'ici, alors, on pourrait étudier le mouvement du pendule en utilisant simplement cette énergie, mais on va voir quelque chose qui est assez important, c'est on va voir ce qui se passe quand on étudie le mouvement du pendule, mais
pour de petits angles, donc pour θ très petit, pris autour de la position d'équilibre du pendule, c'est-à-dire ici autour de sa position verticale. Et donc pour réaliser cette étude, on va faire intervenir un outil mathématique que vous devez commencer maintenant à bien connaître, qui est le développement limité. Donc nous allons développer le cosinus ici, cos θ, autour de 0, et nous allons le développer à l'ordre 2, ce qui nous donne l'expression suivante, en remplaçant cos θ par 1 moins θ carré sur 2. Et on constate ici que l'énergie potentielle de pesanteur se met sous la forme d'une constante fois θ carré, θ étant ici la variable qui décrit le mouvement, plus un terme constant E0 qui ne nous intéresse pas, étant donné que si on avait pris un autre choix d'origine pour l'énergie potentielle, on aurait eu une valeur différente ici. Et on va voir d'ailleurs par la suite que cette constante-là va disparaître des calculs. Donc on ne s'embarrasse pas à la détailler. Et on remarque ici que l'énergie potentielle prend une forme tout à fait spécifique, qui est la forme en K fois x carré, K étant une constante positive et x la variable qui décrit le mieux le mouvement. Et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme d'un puits de potentiel harmonique. On lui donne ce nom-là parce que si l'on poursuit les calculs plus loin, ce qu'on va faire, on montre que quand un système est soumis à un potentiel qui a cette forme-là, eh bien il se comporte comme un oscillateur harmonique. Même mieux, c'est un oscillateur harmonique par définition. Et donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est que dans le cas du pendule simple, quand on prend son énergie potentielle de manière générale, bon, ben, elle ressemble à pas grand-chose, mais quand on la regarde proche d'une position d'équilibre, en particulier d'une position d'équilibre stable, on peut simplifier l'énergie potentielle, et à ce moment-là, elle se met sous la forme d'une énergie potentielle, de l'énergie potentielle d'un puits harmonique. Et ce résultat-là, qu'on a montré dans le cas du pendule, il est en fait très général, parce que le raisonnement qu'on a fait ici, on l'a fait sur le cas du pendule, mais on aurait pu le faire pour n'importe quelle énergie potentielle. Ce développement limité, on aurait pu le faire pour n'importe quelle fonction. Et on aurait eu le même résultat, c'est montré dans le cours. Le terme d'ordre 0 dans le développement limité, le terme constant, n'a pas d'importance. Le terme d'ordre 1 aurait toujours disparu, puisque autour d'une position d'équilibre, il vaut 0, ça c'est expliqué dans le poly. Et il resterait donc le terme d'ordre 2, qui donne ici le potentiel harmonique que l'on recherche. Donc ce résultat-là, qui est à savoir démontrer, c'est un résultat qui est très général, et qui signifie que quel que soit le puits de potentiel que l'on regarde, si on regarde assez près, on peut l'étudier comme on étudierait un puits harmonique. Et donc ça permet d'extraire des propriétés intéressantes de beaucoup de systèmes physiques qui sont a priori très complexes, mais qui, quand on les étudie près d'une position d'équilibre, eh bien, deviennent très simples à étudier puisque ça devient des oscillateurs harmoniques, et donc ça nous permet d'en extraire, par exemple, une pulsation propre, puisqu'on sait qu'à un oscillateur harmonique, on peut associer une pulsation propre. Et donc, on peut trouver des pulsations pour tous les systèmes, qui possèdent un puits de potentiel. Et autour de ce puits de potentiel, qui vont donc se comporter comme un oscillateur harmonique. Donc ça, c'est un résultat qui est physiquement très important et qui explique d'ailleurs l'importance que l'on attache au modèle de l'oscillateur harmonique cette année, d'accord, puisque c'est quand même largement pas la première fois qu'on le voit passer. Donc, ce résultat est général, la démo est dans le cours. Maintenant, ici, comment s'en sert-on? On va quand même finir l'exercice. Notre but, c'était de trouver l'équation du mouvement par une méthode énergétique, donc ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Alors, on sait qu'on peut établir cette équation avec le principe fondamental de la dynamique, c'est une chose. On peut aussi le faire avec le théorème de la puissance cinétique, c'est ce qu'on a montré, mais il y a une dernière méthode que je ne vous avais pas encore montrée, qui consiste à utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Et oui, encore lui, et qui est en fait, quand on peut employer les théorèmes énergétiques, la méthode la plus facile pour établir l'équation d'un mouvement quand on a un système à 1 degré de liberté. Donc comment on fait? Donc on part du théorème de l'énergie mécanique, qui ici s'écrit, donc variation d'énergie cinétique plus variation d'énergie potentielle, égale 0. Ici, il n'y a pas de force non conservative, donc il n'y a pas de terme à droite.
Cette équation-là, on peut la réécrire de la façon suivante. Ça revient au même, on peut dire que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle sont égales à l'énergie mécanique, qui est une constante ici. Alors donc, on va écrire le théorème de l'énergie mécanique sous cette forme-là. Donc ici, ça nous donne 1 demi de L θ point carré, hein, c'est l'expression de la vitesse en coordonnées polaires, plus l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur que l'on a simplifiée juste avant, mgl sur 2 θ carré plus la constante 0 dont on se fiche, égale l'énergie mécanique. Pourquoi est-ce qu'on se fiche de cette constante? Ben regardez, c'est l'étape d'après. On va dériver cette expression-là par rapport au temps, on obtient l'expression suivante, ml carré θ point point, on n'oublie pas, hein, c'est la dérivée d'une fonction composée, plus mgl θ point, plus 0, puisque le 0 est une constante, égale 0, puisque l'énergie mécanique est une constante. On divise par ml carré θ point partout dans cette équation pour lui donner son aspect final qui est connu, et qui est l'équation du pendule simple. Donc c'est une manière relativement élégante et assez facile d'établir l'équation du pendule. C'est ici l'équation d'un oscillateur harmonique, et c'est normal, ça sera toujours le cas avec une énergie potentielle, avec l'énergie potentielle d'un puits harmonique, par définition, ça sera toujours le cas. Petit exemple donc, à savoir refaire. À retenir, à refaire, donner des exemples de puits de potentiel dans la nature, je vous en ai donné 2, vous pouvez penser à d'autres. Savoir, et ça c'est très important, que près d'une position d'équilibre stable, j'insiste, stable, ces puits de potentiel se comportent comme des puits harmoniques. Donc ça veut dire que les systèmes que l'on étudie et qui sont soumis à ces puits harmoniques se comportent comme des oscillateurs harmoniques. L'exemple du pendule, évidemment, il vous faut le maîtriser sous le bout des doigts. Et en termes de méthode, retenez que c'est très facile de trouver l'équation du mouvement d'un système à 1 degré de liberté en utilisant le théorème de l'énergie mécanique, et plus précisément sous sa forme essentielle, qui est en fait la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que en pratique, ce qu'on écrit, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle égale énergie mécanique. On part de là, on dérive par rapport au temps, et on a le résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, et à lundi.